Pourquoi investir dans le numéro un mondial des jeux vidéo est une superbe opportunité? Je ne suis pas la seule personne à penser ça. Charlie Munger et monsieur Monish Pabrai sont eux-mêmes actionnaires de cette société. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le business de l'entreprise Tencent. C'est une entreprise qui est une méga cap. Mais en réalité, on a 4 business qui sont interconnectés dans une seule entreprise. Les jeux vidéo, même si c'est le leader mondial actuellement, représentent seulement 31% de son chiffre d'affaires. Il faut savoir que Monish Pabrai a fait une lecture qui est disponible d'ailleurs sur sa chaîne YouTube pour le Boston College et on a ça et là quelques petits passages sur lesquels il explique pourquoi il aime bien Tencent et il explique le business de Tencent. C'est une question d'allocation de capital. Pour faire simple, Monish Pabrai considère que Tencent, au travers de son CEO Ponima, vont avoir du cash flow qui va se générer. Ce cash flow va être utilisé, pour faire grandir ce que Monish Pabrai appelle l'armée de Ponima, le premier bazooka, le bazooka numéro 1. Ce bazooka, c'est l'armée d'ingénieurs de Tencent. De la capacité à créer, à imaginer, à produire des outils, de l'intelligence et du contenu. Le deuxième bazooka de Ponima, quand il a dépensé ce qu'il pouvait pour recruter des ingénieurs, il a un reliquat, un très très gros reliquat de cash, et ce reliquat-là, il va le donner à ses gérants de portefeuille, et il va investir dans les entreprises, mais aussi en private equity, et il va avoir une rentabilité environ de 35%, selon Monish Pabrai. Donc l'armée d'ingénieurs, rentabilité 65%. Il faut aussi savoir que Charlie Munger est actionnaire de Tencent. Alors, pour comprendre l'entreprise Tencent, il faut aller dans le cœur nucléaire de l'entreprise. Et le cœur nucléaire, historiquement, de cette entreprise, c'est WeChat, Weixin et QQ, qui sont grosso modo une super app qui est un réseau social, un outil de communication, mais aussi un outil de partage, qui va se décliner au travers de plusieurs contenus digitaux, les jeux vidéo, la musique, la lecture, les services financiers, tout ce qui est collaboratif et outils de travail, l'aide médicale et regarder des vidéos. Tous ces outils-là sont tous interconnectés les uns aux autres. Toutes les activités de Tencent se déploient au travers de ce prisme. Donc, le cœur de l'entreprise, Weixin, WeChat, QQ, donc c'est le numéro 1 de la communauté mobile avec 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels et QQ qui a 571 millions d'utilisateurs mensuels sur les portables. Donc on a l'engrenage central qui va se déployer sur le cloud, la fintech avec la partie B2B, dans les fintech avec notamment le paiement mobile et du côté du consommateur, donc du particulier, sur les jeux vidéo où il est numéro 1 en Chine et numéro 1 mondial. Les contenus digitaux avec des abonnements sur la vidéo, la musique et la littérature. Ce qu'ils appellent utilities, c'est donc navigateur mobile et antivirus. Et donc on va aller zoomer plus en détail à l'intérieur de ces engrenages. WeChat, une super application qui condense WhatsApp, TikTok, du live streaming, du e-commerce avec des influenceurs, des mini-programmes. Mais vous savez qu'il y a les emails, arrobase, adresse, nanana, bah ouais. Notamment des jeux, mais aussi des services de relations clients. Par exemple, une entreprise qui va créer son channel sur WeChat pour pouvoir répondre aux demandes de ses clients, notamment par exemple en service après-vente, qui va pouvoir aussi faire des transactions de paiement pour les consommateurs, pouvoir faire des transactions offline et online. Donc le paiement par téléphone en Chine, c'est un marché qui est énormissime. 1 milliard de transactions commerciales par jour grâce à Weixin Pay. Donc c'est juste gigantesque. L'écosystème WeChat. Donc on a un logiciel qui est encore une fois central dans la stratégie de Tencent et c'est un logiciel autour duquel l'entreprise s'est complètement déployée. QQ qui est une application qui est un peu plus orientée vers la jeune génération, donc avec la partie contenu et services pour des produits licenciés. Ensuite on va avoir la partie short pour concurrencer TikTok et ensuite la partie AI, Metaverse, Avatar qui vont être des produits qui marchent super bien en croisement avec TikTok. Donc la personne va créer son avatar, qui va faire des lives, etc., etc. Qui va pouvoir réagir à d'autres personnes. C'est vraiment une extension dans la partie réseau social. La partie service aux entreprises, support, real economy. La partie IRL. Donc ça va être des solutions software, des solutions de plateformes et de services et des solutions d'infrastructure et de technologie. Avec tout ce qui est cloud, big data, avec tous les produits qui sont améliorés par l'intelligence artificielle et des data
center plus performant, avec ensuite tout un tas d'applications qui sont utilisées au jour le jour par les entreprises comme outils professionnels. Donc cette infographie est super intéressante. Pourquoi ? Parce que on a le business de Tencent qui est transposé sur du chiffre d'affaires. Money. Fintech, business et business service qui représentent 32%. Le marketing en ligne et la publicité en ligne qui va représenter 16% actuellement. Les jeux vidéo à l'international et en Chine qui vont représenter 31% du chiffre d'affaires. Et le social network qui va représenter 20% du chiffre d'affaires. Donc là, on a les 4 piliers pour le business de Tencent. À noter que la part des jeux internationaux n'a fait qu'augmenter. Ça fait partie de la stratégie de Tencent d'ouverture à l'international pour en partie se dérisquer sur le jeu vidéo en Chine. Politique qui a plutôt bien marché. On constate que le revenu est en augmentation. Il y a eu un bon trou d'air en 2022. Ça peut s'expliquer, par le contre-coup du Covid, la politique zéro Covid qui restait encore en place, le ralentissement global de l'économie, la crise ukrainienne et la crise énergétique, mais aussi les problèmes causés par le régulateur chinois du Parti communiste. Qui a fortement impacté notamment la partie jeux vidéo. On va commencer d'abord par partir sur tout ce qui est abonnement. Donc ça c'est les abonnements vidéo et les abonnements musicaux. Donc ça c'est Netflix, pour schématiser, c'est la partie Netflix et ça c'est la partie Spotify. On a quand même des gens qui payent des abonnements et donc du coup c'est du chiffre d'affaires récurrent. On voit que les abonnements n'ont fait qu'augmenter depuis 2017 avec ce fameux trou d'air en 2022. Concernant les produits digitaux, on a un écosystème qui est intégré. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va partir d'une étude de cas. On va partir de League of Legends, le jeu vidéo qui fut pendant un temps le jeu avec le plus grand nombre d'utilisateurs au monde. C'est un jeu qui a développé une scène e-sport solide avec notamment les Worlds. Les Worlds, ça vaut le coup de voir ce que c'est. C'est des événements qui sont énormes. Et on a des scènes e-sport qui sont sur tous les continents. Ce qui va permettre de déployer une partie sport, donc avec du commentaire, de l'actualité, mais aussi du merchandising, donc des maillots, etc., etc. On va ensuite développer de la musique, par exemple des musiques qui vont sortir à l'occasion des Worlds, des musiques qui vont sortir comme générique de la série. Si le jeu vidéo est à succès, on va avoir des adaptations en animé et en manga. On va avoir des livres qui vont développer le lore du jeu, qui vont eux-mêmes nourrir des séries télé et des films ou des animés, ce qui s'est passé avec Arcane qui a été un succès monumental, et on va avoir des exclusivités en vente ou des vidéos exclusives sur Tencent Vidéo, la partie abonnement vidéo. Et on peut déployer la même chose sur tout type de produit. On va partir par exemple d'une light novel qui a énormément de succès en Asie par exemple. Cette light novel va être adaptée en jeu vidéo, elle-même elle va être aussi adaptée en animé. Si l'animé a du succès, on aura un film ou une série. Cet animé sera distribué sur Tencent Vidéo. Bien sûr, il y aura un générique pour cet animé. Et si le jeu qui a été adapté est un succès, on va avoir de l'e-sport. Ce qui est excellent, c'est que ce modèle digital est complètement intégré. C'est-à-dire que Tencent va en tirer 100% des bénéfices et 100% des produits dérivés. Et ça lui permet de créer du contenu du premium à l'infini. Les jeux vidéo, je vous l'ai dit, Tencent, c'est le numéro 1 mondial des jeux vidéo. Ils ont un certain nombre de studios avec Riot et Supercell, des participations sur des studios externes, notamment Epic Games qui édite Fortnite, et des partenariats avec des studios existants. Par exemple, dans le cadre d'Activision, Tencent a développé Call of Duty Mobile. Au niveau du portefeuille de jeux vidéo, Golden Spatula, Wild Rift, League of Legends, Honor of King, le numéro 1 des jeux vidéo sur mobile en Chine, PUBG Mobile, Crossfire qui est une sorte de Counter-Strike, Clash of Clans qu'on ne présente plus, Valorant qui est un produit Riot, et une expertise
expertise dans l'organisation d'événements, donc Game as a Service, des systèmes d'anti-triche, de l'intégration d'e-sports et des économies d'échelle. Donc on a un solide écosystème sur les jeux vidéo, une position de leader qui est énorme, et on va voir que sur ce sujet-là, ils ne s'arrêtent pas au simple fait d'éditer des jeux vidéo. Ils ont aussi une politique de prise de participation ou de fusion-acquisition un peu agressive. On a déjà cité Riot Games, on peut citer Turtle Rock Studio qui édite Left 4 Dead ou Dark Tide. On peut citer Supercell qui édite Brawl Stars et Clash of Clans, Epic Games bien sûr avec Fortnite, Netmarble qui fait des jeux pour téléphone portable sous licence avec Seven Deadly Sins par exemple, ou Tower of God, Ubisoft, Cocorico, le studio de blockbuster français, et Paradox Interactive qui édite notamment Europa Universalis, un des jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps. Si on investit sur Tencent, on investit sur un ETF jeux vidéo. Autre investissement notable dans le domaine des jeux vidéo, Roblox, Discord, Voodoo, Playtronic, etc. etc. Les acquisitions ne s'arrêtent pas, hein, notamment par exemple, vous voyez Techland, 24 juillet 2023. Alors, sur la première moitié de 2023, les ventes totales sur le marché du jeu vidéo en Chine a baissé de 2,4%. Chute à l'arrière du peloton. Selon un rapport du Game Publishing Committee of China Audio Video Digital Publishing Association, un fort rebond est attendu pour la deuxième moitié de 2023. Alors, même si le marché en 2023 a baissé de 2,4%, c'est pas le cas de Tencent. Sur la partie gaming, ils sont restés stables. Le marché chinois donc a souffert énormément depuis 2022 à cause du régulateur chinois, donc l'administration, qui octroie des licences pour les jeux vidéo. Donc il faut voir qu'en 2017 c'était complètement free for all. À partir de 2018, 2019, 2020, on a un régulateur qui va serrer la vis et qui va donc réduire le nombre de jeux vidéo étrangers licenciés en Chine, mais aussi le nombre de jeux vidéo locaux qui sont licenciés en Chine, avec comme pinacle 2022 qui est l'année la pire, hein, de ce point de vue-là, une année au cours de laquelle aucun jeu étranger ne seront licenciés et seulement 314 jeux chinois. Par ailleurs, depuis 2019, le gouvernement chinois limite à 90 minutes de jeu par semaine et 3 heures le week-end. Les microtransactions auxquelles ont accès les mineurs sont capées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépenser plus d'un certain montant par mois. 2023, c'est la détente de ce point de vue-là, en tout cas du point de vue de la régulation sur les jeux vidéo. On a une pléthore de jeux qui ont été approuvés par le régulateur chinois, que ce soit des jeux étrangers et des jeux locaux. Il faut savoir quand même que concernant les jeux étrangers, il y en a pas mal qui sont exploités sous licence par Tencent et ses concurrents. Donc forcément, ça a un impact sur le chiffre d'affaires parce que ce n'est pas qu'un studio, c'est aussi un distributeur. Donc la publicité en ligne représente 16% actuellement du chiffre d'affaires de Tencent. C'est une publicité qui est multicanal, qui va passer par donc les réseaux sociaux, les plateformes de contenu, ça va être tout ce qui est autre, donc les jeux vidéo et QQ. Donc c'est une solution qui est intégrée, multicanal, et qui a une capacité de mieux cibler grâce à l'intelligence artificielle les clients, et donc générer un meilleur retour sur investissement pour les annonceurs. Exactement ce que vous cherchez. Merci mon Lycos. Pour tout trouver sur internet, lycos.fr. Donc, on voit au travers de ce diagramme que l'armée d'ingénieurs de Ponima, le CEO de Tencent, qui crée donc les outils pour le business service. Donc ça représente 32% du chiffre d'affaires de Tencent. Donc on va retrouver les mini-programmes avec les transactions. Les transactions, ça représente quelque chose d'énorme. Ensuite, on va avoir le management de la santé, des applications pour les investisseurs. On va avoir aussi du prêt, de l'assurance en ligne, en coopération avec des institutions financières. Et après, on va avoir tout le côté business service avec les software as service, tout ce qui est donc outils de communication. Notez qu'ils sont numéro 1 en Asie-Pacifique aussi sur les solutions de vidéo cloud. Et ils sont numéro 2 sur la relation client. Voilà, tout ça, c'est quand même un petit peu technique. C'est des business qui sont particuliers, qui sont du service aux entreprises. Il faut savoir que c'est des business qui rapportent
énormément d'argent et surtout qui sont très stables. Parce que en général, quand vous avez une entreprise qui investit sur un outil, c'est pas pour en changer tous les 4 matins. Comment est vue l'intelligence artificielle par Tencent? Alors, c'est la quintessence donc du premier bazooka de Ponima. Ils vont avoir un modèle d'intelligence artificielle générative qui s'appelle Yuan. Ils ont bien sûr du cloud avec de l'intelligence artificielle. Ils ont tout ce qu'il faut pour du machine learning et du model training. Ils travaillent énormément sur la robotique, sur l'informatique quantique, tous les gros sujets de la tech actuellement. Tencent travaille depuis énormément de temps sur l'intelligence artificielle. Ils ont énormément de brevets sur l'intelligence artificielle et pour eux, c'est un levier de croissance exponentiel. Tencent, c'est aussi un business model qui génère énormément de cash. Et on voit que 2021-2022, on a une profitabilité qui se tasse. En revanche, à partir de 2023, d'une part, l'EBITDA augmente et le free cash flow aussi. On arrive à une situation où on a effacé les mauvais épisodes de 2022 et 2021. Il est bon de savoir que l'entreprise s'est redressée, notamment vis-à-vis de tous les problèmes que nous avons évoqués précédemment. Encore une fois, un operating cash flow qui est excellent, qui n'atteint pas encore les montants de 2020, mais qui est tout de même très encourageant pour la suite, avec un dividende qui est payé et qui est en augmentation, même si on va le voir plus tard, ce dividende est tout petit. Mais il est en augmentation et c'est plutôt bon signe. Alors, une position financière solide. Alors, avec de la dette qui est complètement couverte par le cash et un portefeuille d'investissement qui est à 108 milliards de dollars. 60 milliards qui sont sur des entreprises cotées, 48 milliards qui sont sur des entreprises non cotées, sur du private equity. Là, on a la partie américaine avec les formulaires de la SEC, du portefeuille de Tencent. Dans les acquisitions, donc là, on a les acquisitions majeures qui ont été faites par Tencent. Et Amersport, c'est une entreprise que je ne connaissais pas. Ça m'a interpellé. Elle a été acquise en 2018. C'est l'entreprise qui détient Wilson, la marque de ballon de basket. Par exemple, qui détient aussi le Salomon, la marque de ski et de produits de montagne. À l'époque, Tencent avait, en 2017, investi 5% dans Tesla. Il semblerait qu'ils aient vendu. Je vous laisse regarder le cours de Tesla en 2017 et le cours en 2022-2023. Ils avaient acquis 12% de Snapchat et de Snap. Donc, c'est une entreprise qui a fait 28 acquisitions, 770 investissements dans des entreprises différentes. Actuellement, c'est allégé ou a vendu complètement sur 136 positions. Toutes ces entreprises dans lesquelles avait des participations Tencent ont été en partie allégées ou vendues complètement. Donc voilà, ça génère un cash monstrueux. Juste en regardons les cours là de Meituan, de Tesla, toutes ces entreprises ont été. Il y a eu des transactions en tout cas sur ces entreprises. Donc ça montre la puissance du portefeuille et donc du deuxième bazooka de Ponima. 770 entreprises sur lesquelles Tencent a investi. Monish Pabrai a eu, lors de sa lecture pour le Boston College, expliqué que Tencent était une sorte de Berkshire Hathaway de la tech. Ils ont une partie investissement qui est énormissime. Donc, concernant la dette, alors, on a plusieurs sujets sur ce slide. Le premier, c'est la dette sur EBITDA qui reste très maîtrisée. 1,7 c'est honnête, tout en sachant que la dette est complètement couverte par le cash flow. Les intérêts de la dette sur EBITDA sont en baisse, donc ça peut s'expliquer soit par la hausse de l'EBITDA, soit par la baisse des intérêts. Ce qu'on peut retenir de ce slide, c'est que c'est une entreprise vraiment très solide et qui gère très bien son risque. Alors, ce tableau est important. On a le nombre d'utilisateurs mensuels de QQ qui a connu une baisse, mais qui se redresse actuellement en 2023. Le nombre d'utilisateurs mensuels de WeChat Weixin qui connaît une progression énorme, plus 100 millions entre 2020 et 2023. C'est intéressant de constater que cette application n'a pas connu de trou d'air en 2022. Contrairement à QQ. Le revenu par compte utilisateur payant généré pour Tencent. Donc ce revenu-là, il est en constante augmentation depuis 2020, avec effectivement un trou d'air sur 2022. On voit ça très bien, mais 2023 indique une tendance vraiment à la hausse.
On en a déjà parlé, ça c'est le Netflix et le Spotify de Tencent. On a le nombre d'utilisateurs qui augmente de façon continue. Les abonnements, on aime bien parce que c'est des revenus qui sont récurrents. Si vous me connaissez, vous savez que la recherche et développement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On voit que les dépenses en recherche et développement ont doublé entre 2020 et 2023. Ce qui est une très très bonne nouvelle pour l'entreprise parce que le cœur de la croissance pour ce type d'entreprise, c'est aussi l'innovation. La fameuse armée de Ponima, ce fameux bazooka qui n'a fait que croître depuis le début, a connu un vrai trou d'air en 2022 avec cette situation qui était très compliquée. Tencent a été contraint de licencier énormément de personnes. On a perdu quasiment 12 000 personnes entre le Q1 2022 et le Q2 2023. Il y a eu vraiment une politique de réduction de coûts suite à ces épisodes-là, ce qui montre que l'entreprise reste agile et ne reste pas obtus sur sa situation. Alors, le dividende qui est en constante augmentation, un dividende versé sans interruption depuis 18 ans, qui a une belle courbe exponentielle, il est versé 2 fois par an. Il a un montant très 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 faible de 2,4. Voilà, ça c'est ce qu'on dit Morning. Et donc on a un rendement de 0,6 sur zone bourse. Un PER qui est somme toute assez élevé quand même, 22, c'est beaucoup. Cependant, pour un leader des jeux vidéo, une entreprise leader sur les réseaux sociaux, une méga entreprise en fait qui a tout un tas d'activités connexes avec de l'investissement, des prises de participation dans des superbes boîtes et des boîtes qui sont les futurs GAFAM. J'aime bien ce graphique zone bourse avec des fondamentaux qui sont excellents, une visibilité et un consensus qui sont un peu frileux mais bon quand même, un momentum qui n'est pas là et une valorisation qui paraît un petit peu excessive. L'objectif justement c'est d'acheter le côté fondamental, de pas l'acheter trop cher et ensuite d'avoir un petit peu de momentum, ce qui va faire augmenter la valeur de l'action. On en parlait tout à l'heure, la dette et la trésorerie, donc la trésorerie nette selon Zone Bourse qui augmente de façon très importante. On voit quand même que les fondamentaux sont exceptionnels. Je voulais vous montrer que le PER moyen était de 25,7 et je voulais qu'on regarde ensemble la marge d'exploitation de l'entreprise qui certes va un petit peu baisser selon les prévisions, des marges d'exploitation et des marges nettes qui sont excellentissimes, un free cash flow qui est toujours excellentissime et qui va augmenter, les marges qui vont se réaméliorer dans le futur, c'est un point central pour un investisseur et pour un investisseur long terme de voir que c'est un business qui génère des pépettes. Le dernier cours a un écart moyen par rapport au consensus. Attention, le consensus des analystes est toujours à prendre avec des pincettes. Ça nous donne une indication, un objectif bas de moins 12%, un objectif moyen de plus 34% et un objectif haut de plus 113%. C'est énorme. Suite aux publications, toujours des opinions positives des analystes sur le dossier. La valorisation selon Ibou Expert, 325 Hong Kong dollars. On est 2,36 écart type en dessous de la droite de régression, ce qui donne des performances moyennes annuelles avec un historique de la droite de régression de 39,2%, une pente exceptionnelle, mais aussi un potentiel sur les 5 ans, si la courbe rejoint la droite de régression, de 81,7%, ce qui est monstrueux. Selon les résultats de 2023 et le business de l'entreprise, logiquement, on devrait avoir une croissance du cours. Je voulais quand même rappeler que la Chine a déconfiné et surtout mis fin à sa politique zéro Covid en 2022, en décembre 2022, et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et à appréhender en Europe notamment, parce que en Europe, nous, on a rouvert beaucoup plus tôt. Mais la Chine est sortie de la politique zéro Covid que en décembre dernier. Donc ça fait moins d'un an. Donc on est encore sur des effets qui sont des effets secondaires. On est encore sur un pays qui doit absorber ce contre-coup, et surtout, on est sur un pays qui a une inertie qui est importante. On peut rajouter la crise de l'immobilier, c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, on sait que sur la crise de l'immobilier, le marché va se purger.
ça sera pas un crack comme le crack des subprimes, hein. On aura plutôt un marché qui va se purger de ces mauvais éléments. Et on voit que le gouvernement met en place pas mal de mesures et de façon plutôt intelligente pour éviter que la crise devienne une crise de contagion, pour contenir la crise, suffisamment faible dans son intensité pour laisser le marché se purger de ces mauvais éléments. On a tout de même une très très forte volatilité sur les valeurs, hein. Il faut voir que un jour, au gré des annonces, les valeurs vont prendre 3%, puis le lendemain vont reperdre 2%. Ces informations datent du 4 septembre. Ce jour-là, la bourse avait bondi de 1,4% à Shanghai, de 2,5% à Hong Kong, suite aux mesures qui ont été prises pour soutenir l'immobilier. Ces mesures indiquent clairement que les responsables politiques souhaitent stabiliser le marché de l'immobilier, stimuler la croissance et améliorer le climat des affaires, a déclaré Goldman Sachs dans une note. Nous pensons que d'autres mesures fragmentaires continueront d'être introduites jusqu'à ce que les décideurs politiques soient satisfaits du résultat. Selon M. Fayet de l'émission Bismart Bourse, il semblerait qu'il y aura un plénium du Parti communiste en octobre qui va se concentrer sur la partie sauvegarde de l'économie. On devrait avoir des annonces à ce moment-là. Donc d'ici à octobre, on va avoir encore une forte volatilité, toujours des opportunités d'investissement. Et à partir d'octobre, on devrait avoir des informations plutôt positives qui vont permettre d'avoir des marchés qui devraient monter sur la fin 2023 et sur 2024, avec bien sûr des indicateurs qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Est-ce qu'on a atteint le point bas? De mon point de vue, c'est le cas. Après, 1. Je ne suis pas conseiller financier. 2. Je ne suis pas un professionnel. 3. Faites-vous vos propres opinions. Ça va vous permettre de bien connaître les entreprises sur lesquelles vous investissez et donc de détenir vos valeurs sereinement. Et même si vous avez des hautes volatilités avec des plus 30, des moins 30, ça va vous permettre de tenir et de continuer à détenir les entreprises sur lesquelles vous avez de fortes convictions. Ça, c'est important. C'est pour ça que je fais des recherches aussi poussées sur les entreprises sur lesquelles j'investis, parce que si demain Tencent prend 30% dans la gueule, je vais voir ça plus comme une opportunité de me renforcer, parce que je sais que c'est une boîte qui est exceptionnelle et qu'elle va forcément, à un moment donné, remonter la pente. Donc, comme Monish Pabrai et Charlie Munger, moi aussi j'aime beaucoup l'entreprise Tencent et je compte d'ailleurs encore me renforcer. How dare you! J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Baidu. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. 哎，我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是《速度与激情》就比冰淇淋